Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on accueille maintenant Mathieu Silva Santos. Bonjour Mathieu. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous, directeur de l'offre et de l'ISR chez Goodwest. Et on va parler label, parce que c'est important aussi quand on commence à évoquer ces termes d'ISR, d'ESG, de critères un peu extra-financiers. Quelle est l'importance aujourd'hui des labels qu'on dit environnementaux, qu'on dit sociaux dans la gestion de patrimoine ? Un petit peu comme on peut trouver dans l'alimentation, on trouve le Nutri-Score. Dans la finance, c'est un petit peu la même chose. Les labels, ils servent à guider, à orienter finalement les épargnants pour leur permettre finalement d'intégrer des considérations environnementales et sociales au sein de leur portefeuille d'investissement. Ça veut dire que ça doit influencer finalement l'investissement, la direction qu'on veut donner à son patrimoine. Exactement, ça permet d'ajouter finalement une orientation durable. Alors, est-ce que les labels se valent tous ou non ? Ça, on en parlera bien évidemment, mais en tout cas, pour les épargnants qui sont soucieux finalement que leur portefeuille représente leur valeur, les labels justement permettent de mettre la puce à l'oreille et permettent d'orienter justement ces investisseurs. Alors ce label, notamment ISR, il a récemment été toiletté, remis au goût un petit peu du jour. Est-ce que ça a impacté finalement les critères de sélection, ce nouveau label ISR ? Totalement. Alors, le label ISR, effectivement, c'est le plus connu, c'est un des plus anciens, c'est le plus généraliste. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 800 milliards d'encours sous gestion et plus de 1200 fonds labellisés ISR sous l'ancienne version. Qu'est-ce que sera sous la nouvelle version ? Ça, on le sait pas, puisque la grande avancée finalement de cette nouvelle réforme, c'est l'introduction notamment de critères d'exclusion. Le précédent label était un label qui se voulait intégrer des critères environnementaux ou sociaux ou de gouvernance, les fameux critères ESG, mais n'excluait aucun secteur. Or aujourd'hui, compte tenu de l'urgence climatique actuelle, il y avait certains secteurs, je pense notamment aux énergies fossiles, qui étaient de facto incompatibles avec les objectifs climatiques. Donc ça, c'est le changement majeur, on va dire. C'est le changement majeur. C'est l'introduction de critères d'exclusion et notamment l'exclusion des sociétés qui développent de nouveaux projets d'énergie fossile, d'exploration, d'exploitation ou de raffinage d'énergie fossile, et également les sociétés qui exploitent encore des hydrocarbures non conventionnels ou du charbon. Donc ça, c'est vraiment l'avancée majeure. On peut également noter la prise en compte progressive des objectifs de l'accord de Paris. Ça, c'est un gros changement également. On ne parlait pas de l'accord de Paris dans l'ancien référentiel du label ISR. Dorénavant, on en parle. Alors, bien évidemment, on n'en parle pas pour la totalité des portefeuilles, mais c'est quand même une avancée majeure. Il faut le souligner. Justement, vous avez rappelé, parce qu'il y a ce label ISR, mais il n'est pas le seul. Est-ce que on arrive à avoir en tête, on va dire, les principaux avantages ou les principaux inconvénients qu'ont ces labels, et finalement, est-ce que certains pourraient parfois induire les investisseurs en erreur quelque part, quoi ? Totalement. Déjà, le label ISR, il peut induire finalement les investisseurs en erreur, puisque quand on investit dans un fonds labellisé ISR, on pense investir finalement dans des éoliennes, dans des panneaux photovoltaïques ou autres. On pense qu'on a le bon cachet, quoi. Exactement. Et c'est pas le cas, puisque le label ISR, et c'est toujours le cas, se veut un label généraliste. On tient compte de critères environnementaux ou sociaux au sein du fonds. Mais ça veut pas dire que l'ensemble des valeurs sont par définition vertes. Il y a d'autres labels. On pense notamment au label Greenfin, le label de la finance verte, qui lui veut financer des activités à forte contribution pour la transition écologique. Le label Finansol, lui qui va financer des activités génératrices d'utilité sociale, par exemple. Donc il y a beaucoup de labels. Et là, je parle que des labels. Je parle pas de la réglementation, parce que on pourrait parler de la réglementation SFDR, les fameux articles 6, 8 et 9, la taxonomie. C'est une jungle. On est dans une jungle de l'ISR pour les épargnants. Il y a énormément de référentiels, de labels et de réglementations. Et justement, je suis épargnant. Je vais même pas me qualifier d'investisseur. Je suis épargnant. Comme on dit dans le langage populaire, je suis père de famille. Comment je fais pour m'assurer de la fiabilité de tel ou tel label, appellation, taxonomie ? Enfin voilà, comment je fais ? Je peux pas, moi. C'est pas une mince affaire, Cédric. C'est pas une mince affaire. C'est très compliqué pour l'épargnant finalement final de vraiment orienter finalement ses placements vers l'environnement. Alors il y a quelques petites astuces. Moi ce que je dis toujours, c'est de jamais se fier au nom d'un fonds d'investissement ou au nom d'un produit financier. Maintenant c'est devenu la mode. Ouais, c'est pas parce que c'est marqué dessus que. Exactement. Tous les produits financiers s'appellent climate, climat, sustainable, développement durable. Donc ça veut dire qu'en fait on soulève le capot, on va regarder ce qu'il y a vraiment dedans. Il faut vraiment soulever le capot. Et d'ailleurs, l'ESMA, qui est l'autorité de tutelle européenne, l'AMF européen, a commencé justement à donner des directives aux sociétés de gestion sur la dénomination justement des fonds d'investissement. Donc il faut ouvrir le capot.
il faut regarder la stratégie d'investissement, l'objectif du fonds. Si on peut regarder même les entreprises qu'on va retrouver à l'intérieur, parce que parfois on peut vraiment avoir des mauvaises surprises, des développeurs d'énergie fossile dans des fonds qui se disent climate ambition, climate initiative. Donc il faut vraiment faire attention, ne pas hésiter à regarder le document d'information clé. Ça, c'est un document réglementaire qui est fourni théoriquement à tous les investisseurs, tous les épargnants. Regardez en détail quelles sont les valeurs du fonds, les sociétés. Est-ce qu'on est d'accord finalement avec ces sociétés? Les exclusions, est-ce que ça exclut les énergies fossiles? Je sais qu'il y a certains épargnants et épargnantes qui sont sensibles également à l'exclusion de la filière nucléaire. Il y a des fonds qui excluent également le nucléaire. Donc on peut trouver, mais voilà, il faut creuser. Si possible, se faire accompagner par un tiers de confiance. Ça, c'est quand même indispensable, surtout quand on est néophyte. Aujourd'hui, on se dit quand même que, on a parlé du label ISR, on a dit en quoi il avait évolué, mais on se dit c'est important et notable finalement que ces labels aussi ne soient pas figés, gravés dans le marbre, et soient aussi à l'écoute des innovations, des changements, peut-être des attentes aussi des financiers, comme des industriels, comme des épargnants. Enfin, en clair, que c'est positif de voir cette finance verte généralisée comme ça évoluer. On voit qu'il y a un mouvement, ça c'est inévitable. On voit que ça change et c'est bon signe, puisque finalement, que ce soit les différents gouvernements, que ce soit l'Europe, l'Union européenne, elle s'adapte également aux nouvelles attentes des épargnants qui veulent plus de transparence et moins de greenwashing. Et également aux sociétés de gestion qui veulent également avoir les moyens d'orienter finalement durablement la stratégie d'investissement de leurs fonds. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Maintenant, le chemin, il est quand même encore long à parcourir. On voit qu'il y a des synergies. On parlait de taxonomie SFDR. SFDR est en train d'être refondu. Il y a une refonte de SFDR à la Commission européenne. Et on voit que avant cette refonte, la notion d'investissement durable n'était pas la même pour la taxonomie et pour SFDR, alors même que ce sont deux réglementations européennes. Là, on voit qu'on commence à converger vers des notions finalement qui sont similaires. Et vous avez l'impression que, grosso modo, quand on les regarde tous, puisque vous nous avez parlé de l'ISR, vous nous avez parlé du Greenfin, vous nous avez parlé de la taxonomie ou de SFDR, vous vous dites finalement, ils répondent assez bien aux enjeux ou pas ? Pas tous, malheureusement pas tous. Ce que je regrette et ce qu'on regrette de notre côté, c'est effectivement, j'ai parlé de la prise en compte progressive des objectifs climatiques de l'accord de Paris, mais pas suffisamment. On s'appuie pas suffisamment sur des indicateurs scientifiques, des indicateurs concrets. Et c'est primordial. Le climat, c'est une affaire de science. Donc il faut s'appuyer sur des indicateurs concrets. Le CO2, on parle tous d'empreinte carbone aujourd'hui. C'est un indicateur qui est scientifiquement quantifiable et évaluable. Appuyons-nous dessus. Alors effectivement, il y a encore d'efforts à faire. C'est pas un indicateur parfait. Là, je parle uniquement du climat, la biodiversité. On n'en parle absolument quasiment pas. Dans 55 pages de réforme du label ISR, on n'en parle que 3 fois. Le terme biodiversité n'apparaît que 3 fois. Et 5 fois dans le label Greenfin sur 30 pages de référentiel. Donc il y a encore beaucoup de choses à améliorer à ce niveau-là, mais on voit effectivement qu'on va quand même dans le bon sens. Donc ça veut dire, si pour terminer, je vous demandais vos 3 idées, elles sont là, elles sont en creux. Voilà, c'est de se dire, il y a des notions quantifiables qui doivent aujourd'hui avoir droit au chapitre sur ces labels pour en faire, entre guillemets, des labels parfaits, si tant est qu'on puisse l'être. Totalement, et surtout une refonte également méthodologique au sens large. Aujourd'hui, ce qu'on dénote, c'est une absence de cohérence méthodologique. Si on regarde les agences de notation ESG, extra-financières, une entreprise peut très bien être notée par une agence de notation et pas du tout, une notation très mauvaise dans une autre agence de notation. Donc ça crée finalement, ça crée de l'incohérence pour l'épargnant final, puisqu'il ne sait plus quelle agence de notation croire, et pour la société de gestion, qui doit quand même se baser sur des fournisseurs de données. Quel fournisseur de données croire ? Donc, indicateur scientifique et effectivement, cohérence méthodologique, c'est quand même un choix qui est quand même important, et j'ose espérer que ce sera discuté, en tout cas, au plus haut sommet de l'Europe, puisque c'est nécessaire. Bon, in fine, je vais vous provoquer un peu, mais on sait que, y compris la réglementation, parfois, incite l'épargnant à avoir des fonds ISR, ESG, etc. dans son épargne. Donc, il est un peu obligé d'y aller, on va dire ça comme ça, bien sûr. En étant très provocateur. Mais aujourd'hui, est-ce que vraiment l'épargnant, de lui-même, il vous challenge là-dessus,
ou est-ce que ça se fait dans l'autre sens? En clair, est-ce que c'est le vendeur de produits qui a des épargnants maintenant? En clair, sois raisonnable, il faut que tu aies du vert dans ton portefeuille, ou est-ce que c'est le client qui, en poussant la porte de Goodwest, par exemple, vient vous dire moi, j'ai ces attentes-là, trouvez-moi des produits qui vont avec? De plus en plus. Lequel? De plus en plus, parce qu'aujourd'hui, on a 60%, on a plus de 60%, selon l'AMF, selon un sondage qui était sorti l'année dernière, plus de 60% des investisseurs qui sont prêts, qui veulent tenir compte d'enjeux environnementaux et sociaux au sein de leurs investissements. Donc ça, c'est un fait. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore très peu d'offres. On a des conseillers qui sont très peu formés sur ces sujets-là, qui n'arrivent pas à expliquer concrètement les bienfaits et le fait que ce soit des thématiques porteuses, en tout cas sur le long terme, et mettre fin tout simplement aux préjugés, comme le fameux préjugé de la sous-performance des critères, des valeurs ESG ou ISR par rapport aux valeurs traditionnelles. Ça, c'est une légende tout simplement. Et aujourd'hui, on a des conseillers qui sont pas encore formés pour les épargnants. Donc ça, c'est la première chose. Donc on voit néanmoins que les épargnants sont en demande, veulent réaligner leur portefeuille avec leurs valeurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si je prends en compte typiquement la réglementation pour les conseillers en gestion de patrimoine, depuis l'année dernière, on les oblige maintenant à recueillir les préférences extra-financières de leurs clients. Donc à mettre le sujet sur le tapis, quoi. Exactement. MiFID 2, il y a plusieurs années, avait introduit le recueil des informations financières. Maintenant, on est obligé de tenir compte des préférences ESG de son client. Donc nécessairement, si un client veut tenir compte de la préservation et la restauration de la biodiversité lorsque le CGP fait signer sa lettre de mission ou autre, là, pour le coup, on est obligé de lui proposer une solution adéquate. Ça, c'est inévitable. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, Cédric, c'est vrai que on voit qu'il y a une appétence de plus en plus forte des épargnants. Aujourd'hui, on a plus d'1 euro sur 2 au niveau européen qui est dirigé vers des fonds ISR. Donc ça, c'est à noter. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Cédric. Mathieu Silva Santos, donc pour Goodwest dans Cœur de Patrimoine. Et nous, on se retrouve dans un instant. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.